On a cherché comment produire la meilleure cure de probiotiques possible avec ces arguments de fraîcheur et d'assemblage de souches très pointus. On a trouvé le laboratoire et là on s'est dit comment on fait pour financer ce rêve, ce doux rêve du bien-être intestinal. Et on a eu l'idée de faire une campagne de crowdfunding sur Ulule. À ce moment-là, on négocie avec le laboratoire un petit délai en leur disant on va mener à bien une campagne Ulule et si ça a réussi, on passera notre première commande sur cet assemblage. Donc, ils ont été OK pour nous accompagner. On a eu la chance d'avoir affaire à un laboratoire quand même à taille humaine qui était aussi touché par l'histoire et la démarche, donc ils nous ont vachement soutenus. Et donc là a commencé le parcours du combattant de la campagne de crowdfunding. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Probiotiques, phytothérapie, micronutrition, tout le monde comprend que ces trois mots renvoient aux notions de santé et de bien-être. La santé, peut-être plus que jamais, est un sujet de préoccupation majeure pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'aventure entrepreneuriale passionnante autour d'une solution probiotique menée par deux jeunes femmes. J'ai donc le plaisir de recevoir deux invités, Anouk Leterrier et Lisa Soulois, les cofondatrices de Dijo, D-I-J-O, une DNVB lancée en 2019, autonome et autofinancée. Dijo vend des probiotiques 100% made in France pour apporter des éléments régulateurs aux problèmes digestifs. Plus que jamais, nous allons prendre le temps de comprendre ce marché. Je vous l'avoue qu'il m'était parfaitement inconnu jusqu'ici, et si vous êtes comme moi, vous vous en apercevrez très vite, c'est probablement tout un monde nouveau qui va se présenter à vous. Nous allons donc prendre le temps, avec nos invités, de bien définir ce qu'est un probiotique, quels problèmes il solutionne, avant de nous pencher sur le marché. Nous allons évidemment parler de la demande, et intuitivement, j'ai l'impression qu'il s'agit dans une grande majorité de femmes, mais également de l'offre, ou autrement dit, comment fabrique-t-on un probiotique ? Une fois le marché défini, nous nous attarderons sur la proposition de valeur de Dijo et à son histoire. Comment fait-on pour se lancer seul dans ce business? Quelles sont les étapes à passer? Comment crée-t-on une marque nouvelle? Enfin, et comme d'habitude, nous parlerons réseaux sociaux, acquisition, fidélisation, CRM, data, bref, relations clients. Quel est le programme chez Dijo? Mais avant de commencer, Lisa, Anouk, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, merci de nous recevoir. Donc moi c'est Lisa. Voilà. Je suis la cofondatrice de Dijo. Avant de créer Dijo, donc j'ai suivi un parcours école de commerce et ensuite j'ai travaillé pendant 3 ans en marketing dans le domaine du sport et du bien-être. Et avec Anouk, qui est mon amie d'enfance, on s'est retrouvés autour de ce projet suite à une histoire personnelle que Anouk va vous raconter juste après. Oui, effectivement, Dijo, c'est pas une idée venue d'un coup, c'est vraiment venu d'un parcours. Parce que je suis tombée malade en 2018, on m'a diagnostiqué une maladie auto-immune de la thyroïde, et à ce moment-là, c'est un petit peu le parcours du combattant pour être bien diagnostiqué. Et c'est là qu'arrive la découverte des probiotiques dans tout ce parcours du combattant, et aussi la recherche d'alternatives naturelles, notamment aux traitements hormonaux. Alors, on va en venir, mais avant ça, toi aussi, tu as fait une école de commerce, Anouk? Moi aussi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESCP, et j'étais plutôt spécialisée en finance, donc rien à voir. Et tu as commencé à travailler dans la finance? Non. J'ai fait mes stages,
Et ensuite, au moment de sortir de l'ESCP, c'est là où j'ai dû annuler mon stage de fin d'études, justement au moment où on m'a diagnostiqué cette maladie. Et j'ai dit que vous étiez 2 jeunes femmes, juste pour remettre les dates. On parle de 2018 quand tu as eu ta maladie, mais à quelle année vous avez été diplômée? 2014. Toutes les deux. 2018 pour moi. D'accord. On n'a pas le même âge, exactement. Ok. Donc c'est juste pour remettre le contexte qu'évidemment vous êtes deux jeunes femmes qui ne peut pas, par la force des choses, avoir 10 ans d'expérience avant de lancer votre entreprise. Donc vous êtes des entrepreneuses, je ne sais pas si c'est un beau mot, mais tout le monde le comprend, qui vous êtes découvertes assez rapidement finalement. Donc racontez-nous plutôt, ou alors peut-être toi Anouk, plus que Lisa dans un premier temps, c'est quoi qui te fait vibrer dans le boulot? La finance, tu dis c'est pas ça, finalement tu as été malade, comment tu t'es réinventé ou inventé, parce que finalement c'était juste après tes études? Oui, alors du coup je n'ai jamais signé de CDI et jamais travaillé pour quelqu'un avant de lancer Dijo. Ça arrivait par défaut, je me projetais pas du tout dans cette carrière entrepreneuriale. On vient de parcours qui sont assez préformatés, donc je voulais signer un CDI dans une banque. C'est juste qu'à ce moment-là, voilà, mon état de santé me l'a pas permis, du coup j'ai mis en stand-by tout ça. Et c'est à ce moment-là que je pense que les problèmes de santé, ça fait prendre du recul parfois, ou voir les choses autrement. Je me suis dit qu'on n'avait rien à perdre à tenter cette aventure, parce on était assez animés par ce message de libérer la parole sur le bien-être du ventre. On était convaincus que c'était un levier de bien-être hyper important. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on n'a rien à perdre. En fait, ce sera, même si ça s'arrête, une super aventure à revendre. Tu as un exemple familial? Tes parents sont entrepreneurs ou Non, pas du tout. Ok, donc tu pars d'une feuille complètement blanche, sans histoire préformatée avant sur l'entrepreneuriat, et tu vas nous dire comment ça a germé dans un coin de ta tête quand même, parce que tu as dû aussi imaginer pouvoir te sentir mieux, guérir, enfin avoir cette maladie avec laquelle tu peux vivre, et puis finalement inscrire tes pas dans ceux des autres de la promo, et puis continuer finalement ce que tu avais peut-être commencé à rêver de faire, signer un CDI dans une banque, mais tu l'as pas fait. Et toi Lisa, en fait finalement, comment t'en es arrivé à te dire, bon tu connais Anouk depuis longtemps, à te dire, ouais, finalement, moi, je suis bien... T'étais dans quel style de boîte, toi J'étais dans une grosse agence de marketing sportif. Donc, ça se passait bien? Ça se passait bien, mais il y a eu différents éléments, dont le rachat de mon agence, justement, par un gros groupe qui me correspondait plus du tout. Donc, moi, à ce moment-là, en fait, j'avais quitté mon entreprise. Je m'étais lancée en freelance dans le but de partir à l'étranger. J'avais envie de vivre quelque chose de nouveau, de connaître un nouveau challenge. Et Anouk, donc, c'est une amie d'enfance avec laquelle on partage énormément de choses dans la manière de voir la vie, la manière dont on a envie effectivement de vivre les choses. Et c'est vrai que moi, j'étais en période de transition. Anouk aussi, puisqu'elle réalisait que finalement, elle ne pourrait pas suivre la carrière qu'elle avait en tête. Et puis voilà, c'est en discutant toutes les deux qu'on a eu ce projet qui nous a vraiment parlé. Anouk de par son histoire personnelle, moi aussi parce que j'étais très inscrite dans toutes ces démarches de bien-être, d'alternatives naturelles. Et on a eu cette idée qui nous a paru vraiment super intéressante. On s'est dit, on a envie de mettre notre énergie là-dedans. On va le développer un peu l'idée, mais en fait, comment on en arrive à se dire... alors peut-être que c'est toi, Anouk, qui peut nous en parler plus. Tu parles de la thyroïde. La thyroïde, ça se trouve au niveau de la gorge, qui régule beaucoup de choses dans le corps, pour énormément de choses. Je sais de quoi je parle. Le tube digestif, parce que finalement les probiotiques, c'est de ça dont il s'agit quand même, ils vont venir avoir une influence sur des éléments de la digestion. C'est ça Oui, exactement. Et comment on fait le lien entre les deux? Tu me vois venir, parce que ça ne paraît pas forcément évident. Effectivement, sur le papier, il n'y a pas beaucoup de lien entre la thyroïde et le ventre. Après, moi j'ai une pathologie auto-immune, donc qui génère une inflammation un petit peu chronique, qui va avoir des effets délétères aussi sur la digestion. Et l'idée aussi de l'approche de Dijo, c'est quand on s'adresse à des clients un petit peu pathologiques, voire malades, c'est d'altérer ces symptômes, ces maux, qui sont pas... La première option, c'est
évidemment d'améliorer le fonctionnement de la thyroïde, mais il y a des downsides qui sont des problèmes digestifs, un transit ralenti, notamment quand on a des problèmes de thyroïde. Voilà, donc les probiotiques vont venir agir à ce niveau-là, là où un traitement hormonal va simplement rééquilibrer le fonctionnement de la thyroïde en elle-même. Mais il y a plein d'autres choses qu'on voit pas, et c'est le cas de beaucoup de pathologies hormonales. Alors après, la volonté de Dijon, c'est pas du tout de s'adresser à des gens malades en premier lieu, mais c'est on va y venir, mais en fait, la réalité, c'est ça. Merci de nous donner le lien entre les problèmes de thyroïde et les conséquences sur le ventre, qui nécessitaient un petit éclaircissement. Donc, et avant qu'on ne parle de Dijon plus en détail, ça veut dire qu'un jour, tu as une discussion, enfin avec Lisa, peut-être des discussions vous arrivez à un moment où vous dites ouais, il faut en fait tu trouves pas nous que ce dont tu as besoin peut-être sur le marché ou de façon compliquée. Pourquoi on n'essaierait pas de commercialiser quelque chose? Comment on en arrive à se dire c'est quoi c'est le chemin? Comment on fait pour en arriver là? C'est comme ça que ça se passe, la réflexion? C'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a un dîner, en l'occurrence, dans lequel on a parlé effectivement des heures de ce qu'on a envie de faire dans nos vies. Et parfois, on a besoin de parler de ça. Et Anouk était vraiment dans cette période où, effectivement, elle cherchait des solutions. C'était compliqué. Et on se disait, mais pourquoi ça n'existe pas? Alors qu'en fait, il y a un lien évident entre le ventre, la thyroïde et finalement tout le reste de la santé. On sait que le ventre, c'est le pilier de la santé. Pourquoi aujourd'hui, les gens n'en ont pas conscience? Pourquoi on ne trouve pas de solution? Et on avait envie de participer à faire bouger les choses, tout simplement. Oui, il y avait un constat sur la qualité des produits existants en France, et aussi la manière dont la demande est adressée, parce que c'est vrai qu'on se rend compte... Moi, je l'ai vécu en tant que consommateur, chercher mes réponses sur Internet, sur les réseaux sociaux... Alors que ce qu'on propose, c'était d'aller en pharmacie, d'aller rencontrer des experts santé qui sont en général débordés, qui n'ont pas beaucoup de temps à accorder, qui n'ont pas forcément le temps de faire de la pédagogie aussi quand ils annoncent des nouvelles ou quand ils proposent des solutions. Et du coup, on s'est dit, ce message, il passe pas. Aujourd'hui, personne n'écoute aussi les gens qui sont dans cette recherche, dans cette démarche. Et donc, il y a eu le produit, certes, mais Dijon, c'est aussi une approche, c'est-à-dire accompagner les gens. Je comprends ce que vous êtes en train de dire, et c'est important de le souligner, c'est qu'effectivement les produits en tant que tels, ils existent, ils sont plus ou moins performants, mais enfin il y a quand même des solutions qui existent sur le marché. En revanche, c'est la façon avec laquelle la communication est orchestrée autour de leurs bienfaits qui est défaillante. C'est comme ça qu'on peut comprendre les choses? Ouais. Je sais même pas si c'est défaillante, c'est... Inexistante. Inexistante, Ouais. Et c'est le cas pour beaucoup de DNVB. Alors, sans trop dire sur l'histoire de Dijon, mais quand on a commencé à parler des problèmes de vente sur les réseaux sociaux, on a rencontré un engouement incroyable. Enfin, c'est ça qui nous a propulsés. Mais parce que vous avez aussi commencé à en parler avant de vous lancer, vous avez essayé un peu, vous avez testé le marché, vous avez été au culot, comment Alors nous, avec Anouk, on est plutôt test and learn, on y va et on réfléchit après, je pense que c'est ce qui nous rassemble. Donc non, on avait cette idée, on était convaincus vraiment l'une et l'autre, et en fait, comme l'a dit Anouk, on s'est dit, finalement, on a rien à perdre, donc allons-y. Et en fait, dès qu'on a commencé à en parler sur les réseaux, on a vu l'engouement, même autour de nous. D'un coup, on s'est rendu compte que tout le monde autour de nous avait plus ou moins des problèmes de vente. On va en parler, comme je le disais dans l'intro, ça c'est hyper intéressant. Les réseaux sociaux dans les DNVB jouent souvent un rôle hyper important dans la prise de parole, dans l'animation des communautés. C'est pour ça qu'on va vraiment faire un focus là-dessus. Avant qu'on y aille et qu'on parle plus globalement de Dijon, je le disais en introduction, je crois qu'il est important de redéfinir ce que c'est qu'un probiotique, qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire. Bref, enfin, on va parler du marché, mais peut-être commencer par cette définition d'un probiotique sur le site internet de Dijon. Vous l'expliquez, il y a des chiffres vertigineux de milliards de... Voilà. Bon, bref, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est, comment ça fonctionne de façon globale? On a l'habitude de ce petit cours d'SVT. Donc, par les probiotiques, la première chose qu'on va vous expliquer, c'est le microbiote intestinal, qu'on appelle aussi la flore intestinale, qui est un écosystème de milliers de milliards de bactéries qui régulent toute notre santé. Donc, qui régule en premier lieu notre digestion,
Mais on sait aujourd'hui qu'il va avoir un impact sur le stress, sur le système immunitaire, sur la peau, le poids. Notamment, on entend de plus en plus parler du ventre comme le deuxième cerveau. Tout ça, c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le ventre est aussi composé d'un système nerveux à part entière qui va également envoyer directement des messages au cerveau. Donc cet écosystème de milliers de milliards de bactéries, c'est plein de bactéries, de bonnes bactéries qui sont bienfaisantes et qui vont interagir les unes avec les autres. Et aujourd'hui, de par notre mode de vie, ces bonnes bactéries ont tendance à disparaître, ce qui crée un déséquilibre et qui va laisser en fait des mauvaises bactéries venir prendre la place de bonnes bactéries. Les mauvaises bactéries, je te coupe, dans le cadre d'une maladie, d'un problème hormonal, d'un dérèglement hormonal, on comprend qu'il y a une influence sur la flore, c'est ça, hein, la flore intestinale, ces bactéries-là. C'est quoi les autres sources qui vont expliquer qu'il y a des mauvaises bactéries qui viennent ? Alors, c'est l'inflammation, déjà, ça va aussi avoir un effet délétère sur la vie du microbiote intestinal. Il faut imaginer le microbiote intestinal comme une forêt tropicale. On aime bien cette métaphore parce que, en fait, c'est plein d'espèces qui vivent en interdépendance les unes avec les autres. Et quand une bonne espèce disparaît, c'est tout l'écosystème qui est déséquilibré. Donc, comme le disait Lisa, nos modes de vie aujourd'hui, ils ont un gros impact sur ces microbiotes. Que ce soit l'alimentation, les additifs, la prise de médicaments, la pollution. Et donc, il y a ces mauvaises bactéries qui peuvent prendre une place, mais il y a aussi plein d'autres choses au niveau du ventre. C'est l'acidité liée au stress, à l'alimentation, encore une fois, la porosité intestinale. Donc, il y a plein de sous-sujets qui vont avoir des effets délétères sur l'équilibre de ce microbiote et dont il faut se préoccuper. Alors, nous, on est rentré dans ces problèmes de ventre par la maladie auto-immune et l'inflammation, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent impacter les microbiotes. Donc, comme le disait Lisa, il y a des choses endogènes et exogènes, et nos écosystèmes, nos environnements de vie ont un gros impact là-dessus. Donc ça, c'était vraiment du coup, pour revenir à ce que sont vraiment les probiotiques, c'est le fait de réintégrer ces bonnes bactéries pour soutenir nos microbiotes. C'est-à-dire ne pas se dire on attend que les bactéries disparaissent et d'avoir des symptômes qui arrivent. Parce qu'une fois qu'on a un microbiote déséquilibré, c'est un petit peu plus dur que de prendre le problème en amont et de se dire je soutiens en permanence ma flore intestinale pour avoir une santé digestive au top, ne pas laisser les mauvaises bactéries, les bactéries pathogènes s'installer. On peut jamais en mettre trop des bonnes. Non. Et c'est même, il n'y a aucune contre-indication aussi parce que ça passe pas dans le sang, en fait, c'est des bactéries qui viennent vivre 3 jours, 3 semaines, 3 ans, puis après elles vont être évacuées. C'est vraiment autorégulé, c'est une forêt tropicale qui est autonome, c'est assez magique et on découvre récemment dans le monde scientifique la manière dont fonctionne ce microbiote. C'est seulement depuis les années 2000 qu'on a les moyens d'analyser le code ADN des bactéries. Donc jusque-là, c'était une relative boîte noire, en fait, le fonctionnement de ces différentes espèces. Donc là, ça commence à faire son chemin dans le monde scientifique, arriver au grand public, et c'est vraiment génial, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de leviers. On se rend compte qu'on peut régler des pathologies sur le papier qui n'ont rien à voir avec le ventre, grâce à un rééquilibrage du microbiote, notamment un grand lien avec l'autisme, qui en fait... Beaucoup d'enfants autistes ont un microbiote déséquilibré, donc ils arrivent à faire des liens de cause à effet importants, insoupçonnés. D'accord. Donc là, c'est une super image. On comprend bien que finalement, le probiotique, il va venir avec la forêt, rééquilibrer un environnement qui, pour le coup, est déséquilibré. Et donc, il n'y a jamais trop de probiotiques. Au pire, ils sont évacués. Mais voilà, le ventre ne souffre pas. Les probiotiques, on le disait vite fait tout à l'heure, en fait, c'est quoi ? Une des composantes des compléments alimentaires ? C'est quoi ce marché ? Comment, en fait, on définit finalement l'offre, puisqu'on est dessus, avant qu'on ne parle de la demande comment ça s'organise comment elle est organisée, l'offre ? Alors, c'est vrai que les probiotiques, aujourd'hui, c'est un petit peu identifié comme quelque chose de complètement à part, de par son nom. Et effectivement, on a l'habitude du mot complément alimentaire. Les probiotiques, on l'entend depuis un petit peu moins d'années. Mais effectivement, les probiotiques, on peut le qualifier comme une sorte de complément alimentaire, puisque c'est quelque chose qui va venir en plus, justement, d'une bonne alimentation pour nous aider à nous sentir mieux et pour nous aider à réguler certains symptômes, dont les problèmes digestifs.
Donc nous, on s'inscrit vraiment dans cet écosystème de compléments alimentaires qui justement vont permettre aux personnes de se tourner vers des alternatives naturelles pour se sentir mieux au quotidien et notamment pour s'inscrire aussi dans une démarche préventive. C'est vrai que quand on a lancé Dijo, ce qui nous a motivés, c'est qu'on se rendait compte que finalement les personnes se tournaient vers les probiotiques une fois qu'elles avaient des problèmes. C'est-à-dire qu'elles allaient en pharmacie en disant bah voilà, j'ai des problèmes de ventre, qu'est-ce que je peux avoir, et on leur donnait des probiotiques. Nous en fait on a envie de s'inscrire dans une démarche préventive, c'est-à-dire aujourd'hui on sait il y a de nombreux facteurs qui viennent altérer le microbiote intestinal, et donc régulièrement prenez soin de votre ventre, réintégrer ces bonnes bactéries pour justement ne pas tomber malade, pour ne pas avoir de problèmes de stress, de poids, de... Donc ça, c'est effectivement... Ce qui est vraiment différent par rapport à l'offre qui était existante quand nous, on arrivait sur le marché, puisque les compléments alimentaires, c'était soit vendus en pharmacie, soit vendus dans quelques magasins bio, mais voilà, avec une connotation très alternative, entre guillemets, charbon... Voilà, des choses un peu niches pour des gens très éduqués qui vont chercher des sujets très précis. Donc la pharmacie qui trust et qui a une approche très marketing du complément alimentaire, voilà, c'est les cures minceurs de compléments alimentaires, les cures pour renforcer le système immunitaire. Dans les compléments alimentaires, comment on les caractérise? Là, vous l'avez caractérisé sur les probiotiques. C'est quoi de façon plus large un complément alimentaire? Alors, je ne suis pas client de ça. Aujourd'hui, il y a différentes galéniques, mais c'est principalement sous forme de gélules. Maintenant, on voit des sticks ou des liquides. Mais globalement, ce qui différencie d'un produit médical, c'est de ne pas avoir d'ordonnance pour acheter... Et ça nous permet ce complément alimentaire, d'aller renforcer ou éviter une carence en quoi? En vitamines, Oui. Après, c'est très très large. Ça peut être effectivement des vitamines, ça peut être des actifs précis pour avoir une plus belle peau, pour avoir des cheveux plus brillants. Enfin, après, les objectifs sont vraiment hyper diversifiés. Des neurones plus performants. Exactement, tout y est. Et les vitamines en font partie. Donc après, effectivement, ça peut être naturel ou pas naturel. Ça définit pas forcément un complément alimentaire, mais c'est quelque chose qu'on va prendre en substitution pour aller chercher effectivement certains bienfaits. Donc ça, c'est l'offre en fait, ce qui existe et qui aujourd'hui est distribué principalement en pharmacie et de temps en temps dans les magasins bio. Tu disais Anouk, c'est ça? Oui, c'était juste pour faire un petit overview du marché. Donc il y a les pharmacies dans lesquelles 90% des compléments alimentaires sont achetés. En France, il y a un petit peu Internet, notamment avec Amazon, et un petit peu les magasins bio. Ce qui est très différent du marché anglo-saxon, où là, la prise de compléments alimentaires est beaucoup plus inscrite dans les mœurs. Quand tu dis anglo-saxon, c'est vraiment anglo-saxon ou c'est américain? C'est-à-dire que les Britanniques, ils font aussi... Les Britanniques, même en Afrique du Sud, ils sont quand même plus portés sur la consommation de compléments alimentaires, et d'ailleurs notamment de probiotiques. Nous, quand on a un peu benchmarké, on s'est rendu compte, même en Afrique du Sud, qu'il y avait beaucoup plus d'offres en termes de probiotiques. Ouais, très bien pour faire la transition vers les consommateurs, je le disais en introduction, a priori, j'ai envie de dire des consommatrices. Est-ce que je me trompe? Est-ce que finalement, les compléments alimentaires sont beaucoup moins engendrés et il y a c'est plus réparti entre hommes et femmes? Est-ce que les probiotiques et les problèmes liés au ventre sont plutôt féminins? C'est quoi le marché se structure comment en France? Oui, il est principalement féminin. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, nous, ce qu'on a constaté, c'est quand même les femmes sont plus aptes à prendre en main leurs problèmes, c'est se dire je vais les régler. Là où les hommes, si c'est pas un gros souci, vont plutôt laisser traîner, mettre sous le tapis, jusqu'à ce que leurs femmes, en général, prennent le problème en main. Nous, on a beaucoup de clientes qui achètent pour leur mari. Alors c'est un peu cliché, mais c'est vraiment le cas. Donc nous, on a un message qui est mixte. Parce qu'on veut vraiment s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes, mais effectivement, le constat, c'est que les femmes sont beaucoup plus sensibles déjà à une démarche de bien-être, et d'autant plus au sujet du ventre, notamment parce qu'il y a un équilibre hormonal qui est plus fragile, on a des cycles, donc on est souvent plus dérangé au niveau du ventre. Donc effectivement... Il y a cette réalité physiologique, biologique,
qui marque une différence entre un homme et une femme et qui explique des éléments de comportement différents. C'est comme ça qu'on Alors, peut à certains le dire. moments, par exemple, pendant la grossesse, c'est vrai que les probiotiques peuvent avoir vraiment leur importance. Mais après, effectivement, il y a des choses qui sont directement liées au système hormonal qui peut être effectivement... qui peut plus concerner les femmes. Mais de manière générale, les problèmes de ventre et les déséquilibres dont on parlait au début liés au mode de vie concernent les hommes et les femmes. Simplement, les hommes, comme le disait Anouk, s'en préoccupent beaucoup moins et vont de manière plus facile vivre avec au quotidien sans vraiment vouloir changer les choses. C'est vrai, donc on comprend que ça c'est une vérité qui est à mettre sur le marché français, peut-être européen dans une certaine mesure. Tu évoquais, Anouk, tout à l'heure, les anglo-saxons, en fait. Il y a plus d'hommes là-bas qui consomment des probiotiques ou c'est encore très féminin? Alors, je pense qu'il y a plus d'hommes parce que c'est plus inscrit dans les... Enfin, c'est un geste de consommation à part entière de prendre des compléments alimentaires, notamment par l'approche sportive. Alors, on a plus l'habitude de prendre des shakers de protéines. Aujourd'hui, en France, c'est un geste qui n'est pas du tout acquis, qui est encore très très niche, là où, voilà, soit en Australie, aux US, c'est quand même quelque chose de plus simple. Et nous, on a aussi une approche différente de la santé en France, très curative. C'est-à-dire qu'on va chez le médecin, on a des médicaments qui sont remboursés. Donc le pas entre aller acheter des médicaments à la pharmacie pour se soigner, il est beaucoup plus simple. Là où dans les pays anglo-saxons, on va plus être dans une démarche de bien-être pour éviter de tomber malade. Donc une approche préventive, ce qui est une démarche dans laquelle on s'inscrit un petit peu plus avec Dijon, effectivement, parce que notre message, c'est vraiment pas attendre d'avoir des problèmes pour s'en soucier et plutôt de se dire comment je fais pour être moi en mieux tous les jours. Ce marché du probiotique et globalement des compléments alimentaires, c'est un marché qui est en croissance. Comment il évolue? Il y a des chiffres qui sont connus sur ce marché-là, en France ou ailleurs? Alors, en France, en 2021, donc, le marché a connu 6% de croissance. Et aujourd'hui, il représente environ 2 milliards. 2 milliards. D'accord, sur le marché français, avec une croissance de 6%. En 2021, oui. En 2021, je reviens sur les consommateurs, consommatrices. Est-ce qu'il y a une différence entre les lieux de vie? Est-ce qu'on est plutôt sur des achats liés à des clients urbains ou enfin, on imagine, voilà, est-ce que c'est plutôt des jeunes? Est-ce que c'est des moins jeunes? Est-ce que c'est des CSP+, ou pas? Enfin, comment on arrive à voir un peu qui finalement permet à ce marché d'exister et ces 2 milliards qui sont dépensés. Le marché, il a beaucoup évolué déjà en 3 ans. Il y a eu l'avant et l'après-Covid. Ouais. Donc là, c'est devenu beaucoup plus global d'être dans cette approche de bien-être, d'avoir un budget dédié à son bien-être. Parce que notamment pendant le Covid, on n'avait pas de restaurant, pas d'activité sportive, donc on a pu pas mal investir dans ces compléments alimentaires, dans l'alimentation, les gens cuisinaient eux-mêmes. Et donc tout ça pour dire, je me suis un petit peu éloignée de la question originelle, qui était... Désolée, j'ai un petit... C'est quoi la typologie des consommateurs, en fait? Et du coup, c'est vraiment urbain. Effectivement, on répond à un mode de vie très stressé, à 10 000 à l'heure. Notre client type, il va consommer beaucoup de salles de sport, acheter dans des magasins bio. Voilà, ça, c'est le grand trait. En revanche, nous, dans Dijon, on a 2 typologies de clients. On a des clients plutôt pathologiques, entre guillemets. Tu vas nous expliquer comment tu les adresses. Mais la réalité, c'est que ce marché, il est drivé par des urbains. Des femmes actives entre 30 et 25 et 45 ans. D'accord. Qui sont effectivement dans cette démarche de tous les jours, prendre soin d'elles. Mais effectivement, c'est vrai qu'on se rend compte que nos clients se situent vraiment plutôt dans les villes, plutôt qu'effectivement en campagne, où c'est un geste, je pense que peut-être que les personnes en ont moins besoin aussi, parce qu'ils sont dans des environnements qui sont aussi plus riches en bonnes bactéries, au contact de la nature,
contact des animaux, avec justement des fruits et légumes qui vont être aussi mieux, qui vont être meilleurs, plus sains, ouais. exactement. Et c'est vrai qu'effectivement, en ville, on est plus concerné par les problèmes de stress, par le fait de parfois avoir du mal à effectivement se fournir des bons fruits et légumes, et tout ça, ça joue effectivement sur l'équilibre du microbiote. Donc je pense qu'il y a un facteur effectivement lié aux besoins et un facteur lié au comportements de consommation qui sont pas les mêmes entre justement les environnements urbains et les environnements ruraux. Ok. Bon, bah, merci pour ces éléments de compréhension du marché. Là, on a bien compris ce que c'était qu'un probiotique et puis finalement comment s'organise l'offre et la demande. Justement, sur l'offre, on va parler de Dijon. Et comment vous faites, vous, pour l'adresser? Anouk, tu nous as donné des éléments de compréhension sur la façon avec laquelle vous vouliez expliquer finalement ce qu'étaient les probiotiques, les bénéfices des probiotiques pour les consommateurs en général, qui sont souvent des consommatrices. J'aimerais bien qu'on commence par spontanément, ce que j'ai envie de dire, le produit. En fait, parce qu'avant de le commercialiser, il faut quand même l'avoir. Je l'ai dit vite fait, c'est du Made in France. Comment on fait pour faire fabriquer ça? Où est-ce que c'est fabriqué? De quoi? Comment c'est fabriqué? Avant de parler d'autre chose, comment on le distribue et voilà. Quand vous vous êtes dit, allez, bingo, on se tape dans la main, on va lancer Dijon. La première des questions que vous avez dû vous poser, c'est ouais, mais qu'est-ce que je vends? Oui, effectivement. Alors, c'est assez simple. Je vous casse le mythe d'entrée. Mais effectivement, il y a élaborer la composition de son produit et ensuite le faire fabriquer. Aujourd'hui, il y a un marché en France le marché des laboratoires façonniers. Parce que originellement, on pouvait fabriquer ces compléments alimentaires à l'arrière-boutique d'une pharmacie. Ça a été interdit il y a quelques années. Du coup, depuis, c'est développé une offre de laboratoires en fait, qui sont experts là-dedans et qui font plein de cures de compléments alimentaires. Donc pas des produits médicaux, enfin pas de médicaments, mais des compléments alimentaires. Donc nous, on a d'abord travaillé sur la composition. On s'est fait accompagner de pharmaciens, d'experts santé, un ingénieur en biochimie, qui nous a aidé à avoir la meilleure composition possible. Ça consiste pour les probiotiques à avoir un maximum de souches et des souches résistantes qui vont bien s'adapter pendant ce grand parcours du combattant qui est de passer notre tube digestif. Et ensuite, il y a le fait de donner un cahier des charges, d'avoir cette production. Donc nous, on a juste le sourcing d'acheter les souches et ensuite de travailler avec le laboratoire façonnier pour l'assemblage. Donc c'est comme ça qu'on a démarré, mais c'était pas le plus gros obstacle, entre guillemets, du projet. Petite question, quand je t'entends parler, un probiotique, ça se présente sous quelle forme? C'est une gélule. C'est une gélule. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas la notion de goût. Non. Voilà. Effectivement. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. Il y a des compléments alimentaires qui peuvent avoir ces sujets-là de goût. Là, il n'y a pas. Effectivement. D'ailleurs, on n'en a pas parlé sur le marché, mais la grande tendance des gummies. Des gummies. Alors, c'est un petit sous forme de bonbons, des petites gommes gélifiées qui sont vendues, soi-disant, avec des vertus, beauté, peau, énergie, qui ciblent notamment les jeunes et qui sont une grande révolution là, sur le marché des compléments alimentaires. C'était juste pour boucler. Mais voilà, il y a beaucoup d'innovations, notamment en termes de galénique. Et nous, pour l'instant, on est cantonné aux gélules. Alors là, c'est vraiment par aspect qualitatif, parce que ça protège les bactéries pour qu'elles traversent les parties les plus acides, notamment l'estomac. Donc on a des gélules gastro-résistantes, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent une fois qu'elles arrivent dans les intestins. D'accord. Ok, ça c'est effectivement une notion qu'il faut bien percevoir. Et j'avais une question qui m'échappe, parce que en fait je ne m'attendais pas à ce que tu me dises qu'effectivement les gélules puissent résister si longtemps. Quand on fabrique la question va me revenir. Quand on fabrique des probiotiques, est-ce qu'il faut les tester? Est-ce qu'il faut comment on obtient finalement, comment on sait que le produit est fini? Alors déjà, effectivement, les bactéries qui sont sélectionnées, les souches, qui sont effectivement les espèces de bactéries, sont des espèces qui ont déjà été testées, approuvées. Donc nous, à partir de là, notre rôle, ça va être justement d'aller chercher la meilleure formule. Comment on associe telle souche avec telle souche, qu'est-ce qui va avoir le plus de vertus. Et en fait, c'est des souches qui sont déjà
ensemble au niveau du microbiote intestinal, donc on n'a pas besoin de les tester ensemble. C'est pas comme des actifs qu'on va mettre dans un produit cosmétique. Il faut qu'on voit comment ils réagissent les uns avec les autres. Nous, on remet ensemble des éléments naturels qui sont déjà ensemble. Donc le travail il va se faire en fait en amont, d'aller sélectionner ces souches-là, de les certifier, d'aller les tester, parce qu'il faut aussi des souches qui soient assez résistantes pour justement survivre à tout ce process de fabrication. Et une fois qu'on les met ensemble, on n'a pas plus de tests à faire pour les mettre sur le marché, puisque ce sont des souches qui ont déjà été testées auparavant. D'accord. La question à laquelle je voulais poser me revient, c'est justement, c'est en t'écoutant parler Lisa que je peux la poser. Tu parles d'organisme, c'est vivant. Exactement. Est-ce qu'il y a une notion de péremption ? Est-ce qu'il y a... tu évoquais tout à l'heure la conservation, passer finalement le tube digestif pour arriver aux intestins sans que la gélule soit détériorée. Il y a cette notion de vivant. Alors comment on fait ? Parce que c'est pas... un médicament, alors là, c'est bien sûr pas un médicament, mais un médicament, c'est pas vivant. Ce sont des molécules. Une vitamine, c'est pas vivant. Ce sont des molécules. Là, on est sur des micro-organismes, donc du vivant. Et comment on fait pour... est-ce qu'il faut garder une fraîcheur ? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a un sujet de conservation Alors oui, il y a vraiment un sujet de conservation, et avec Anouk, on a vraiment justement sélectionné notre laboratoire en étant très regardant sur leur process de fabrication, où est-ce qu'ils sourçaient la matière première, où est-ce que c'était mis en gélule. Nous, en fait, on fait tout au même endroit, ce qui nous permet justement... Du côté d'Angers. Effectivement, en France, c'était très important aussi. Ce qui nous permet vraiment de garantir la fraîcheur des micro-organismes vivants. On s'est rendu compte qu'en fait, en pharmacie, ces micro-organismes vivants, finalement, c'était un petit peu le parcours du combattant. Ils étaient déjà apportés à un laboratoire Faucinet, puis mis en gélule dans un autre laboratoire, et finalement, au moment où c'était consommé par le consommateur, c'était déjà des produits qui avaient été fabriqués 1 an auparavant. Alors, les probiotiques ont une DLUO de 2 ans, mais voilà, il faut savoir que déjà au bout de 1 an, on a une partie des bonnes bactéries qui sont présentes à l'intérieur qui vont en fait être mortes et donc ne plus être efficaces. Donc nous, en fait, on a... Il n'y a pas de côté dangereux, non, mais c'est juste inefficace. Voilà. Et du coup, nous, on a vraiment travaillé toute cette chaîne de production. On a supprimé tous les intermédiaires. Et aujourd'hui, on se réapprovisionne en petite quantité pour faire en sorte que nos clients consomment des probiotiques qui sont fabriqués dans les 6 derniers mois. Merci pour ces précisions. Donc en fait, on a compris que vous aviez trouvé ce laboratoire, vous nous avez expliqué comment ça fonctionnait. Ça y est, vous avez le produit, on est en 2019 maintenant. Quelque part, il faut un peu le commercialiser. Alors effectivement, vous avez commencé à me le dire, Lisa, tout à l'heure, que... c'est un peu test and learn, on essaye et on réfléchit après, mais enfin je pense qu'il y a quand même de la réflexion en parallèle de l'action. Vous l'avez évoqué, comment vous faites les réseaux sociaux pour vendre, enfin comment ça se passe ? Parce qu'il y a derrière, il y a la logistique, et puis il y a un site internet, et puis il faut payer, donc il faut un système de paiement, il faut aller voir la banque, ouvrir le truc, et puis les fonds là-dedans, comment ça fonctionne, parce il y a un moment, il faut bien un petit peu d'argent. Exactement. Enfin, tout ça, c'est les questions qui arrivent en même temps, probablement, auxquelles il faut commencer à répondre. Alors, c'est pas magique, créer une boîte. Non, c'est pas magique, non, ça demande beaucoup de travail. Donc nous, on a fait ce constat, on a cherché comment produire la meilleure cure de probiotiques possible avec ces arguments de fraîcheur et d'assemblage de souches très pointus. On a trouvé le laboratoire, et là on s'est dit comment on fait pour financer ce doux rêve du bien-être intestinal. Et on a eu l'idée de faire une campagne de crowdfunding sur Ulule. Et donc, à ce moment-là, on négocie avec le laboratoire un petit délai en leur disant on va mener à bien une campagne Ulule, et si ça réussit, on passera notre première commande sur cet assemblage. Donc, ils ont été OK pour nous accompagner. On a eu la chance d'avoir affaire à un laboratoire quand même à taille humaine qui était aussi touché par l'histoire et la démarche, donc ils nous ont vachement soutenus. Ça, c'était vraiment génial. Et donc, là a commencé le parcours du combattant de la campagne de crowdfunding, c'est-à-dire...
créer une vidéo avec un message, parce que à l'époque, c'était quand même pas très commun, les probiotiques, ils n'avaient pas le vent en poupe comme aujourd'hui. Donc, c'était expliquer pourquoi il faut prendre des probiotiques, pourquoi nos probiotiques sont différents par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Donc, c'était un petit peu construire tout le pitch pour construire cette plateforme. Et donc, ça a été un succès, parce que dès qu'on a commencé à parler du ventre, beaucoup de gens se sont sentis concernés, même dans nos entourages. On a découvert des personnes qui avaient au quotidien des problèmes de ventre et qui nous ont dit « Ah, mais moi, je veux absolument tester Dijo ». Et c'est comme ça que le projet a décollé, puisqu'à ce moment-là, on avait mis 500 € chacune dans le projet, donc on n'avait pas plus à mettre. On a tout fait nous-mêmes, que ce soit le site internet, les réseaux sociaux, même les photos pour mettre sur les réseaux. Là, ce que je comprends, c'est que pour la campagne Ulule, en fait, vous créez une vidéo qui va finalement... vendre le projet qui est le vôtre. Exactement. Une vidéo que vous faites vous-même, Mhm. avec les téléphones, une caméra. Avec un étudiant effectivement en école, le père d'Anouk aussi qui a participé activement. On a nos frères, tout le monde a participé. On a mis tout le monde à contribution. Et donc là, vous avez finalement le message que vous avez, la promesse finalement, vous avez dû la travailler pour Ulule, la campagne de crowdfunding sur Ulule. Et il faut la promesse, elle était déjà la même que celle d'aujourd'hui? Vous racontiez les choses à peu près de la même façon? Alors c'était un peu différent. Au moment où on s'est lancé sur Ulule, on avait un message qui était très alarmiste. En disant qu'effectivement on était dans un mode de vie qui était horrible, qui déséquilibrait tout notre ventre et qu'on on allait tous mourir globalement. Et effectivement on a fait évoluer le message parce que les gens nous disaient mais je comprends pas, moi j'ai pas de problème, du coup je ne prends pas de probiotiques. Et on disait ah mais non les probiotiques c'est bon pour tout le monde. Et du coup c'est vrai que vous avez retravaillé la promesse et le discours après, mais sur le moment vous avez été un peu alarmiste. Ça a fonctionné, non? Ça a fonctionné, et surtout comme le disait Anouk, c'est un message qui a parlé à tout le monde. En fait on s'est rendu compte que les gens étaient concernés par des problèmes de ventre et qui ne savaient pas comment les régler et qui n'en parlaient pas parce qu'en fait c'est un sujet qui est tabou, on n'aime pas en parler et du coup on reste un petit peu comme ça sans solution. Et là vous avez levé combien? 10 000 €. Avec ces 10 000 € vous lancez une première production. Exactement. Pour livrer combien de clients? On a livré 300 clients. 300 clients. Et vous commercialisez ça dans un premier temps au travers de la plateforme d'Ulule. Oui, en fait, c'est un système de précommande. Voilà. Donc, la campagne a eu lieu en mars et on a livré nos clients en juin, au moment de la sortie du site internet. Une fois que vous avez fait ça, c'est-à-dire que vous avez finalement compris qu'il y avait un peu de demande, qu'il y avait une traction, qu'il y avait c'est quoi l'étape d'après? Alors là, il y avait un énorme décalage parce que il y avait eu beaucoup d'engouement sur la portée du message et nous, à côté, on n'était pas du tout préparés. C'est-à-dire que quand la campagne s'est terminée, on n'avait pas pensé au packaging, on n'avait pas pensé à comment on allait envoyer les 300 commandes. Donc là, nous, on a été très prises par l'opérationnel, alors qu'on commençait à être contactés par des fonds d'investissement qui voulaient en savoir plus sur le projet. En fait, on était un petit peu sortis du bois, mais on n'était pas du tout prêtes pour porter le message parce qu'on était très occupés par commander les packaging, créer notre site internet nous-mêmes sur Squarespace. Alors ça nous fait rire, il faut que vous compreniez pourquoi ça nous fait rire, parce qu'avant l'enregistrement, on a évoqué les solutions et finalement cette première solution n'était pas celle qui est opérationnelle aujourd'hui et que vous en avez un peu bavé avec cette solution. Donc oui, on va pas faire de la contre-pub. Aujourd'hui, c'est sur Shopify, pardon. C'est lundi matin. Hein. Voilà, c'est lundi matin. Donc, pour revenir sur le côté opérationnel, vous avez dû mettre en place un front, des moyens de paiement, le packaging, un logisticien. Mm-hmm. Comment, en fait, le laboratoire, il expédie? C'est vous qui expédiez? Comment ça marche? Alors au début, on faisait des colis nous-mêmes pendant les 6 premiers mois. Ça a duré 6 mois. Comme l'a dit Anouk, en fait, on était autofinancé. Donc, l'argent qu'on avait, on remettait tout dans le marketing, dans les leviers de communication et de croissance. Et au début, on gérait nous-mêmes l'expédition. Ça nous a permis quelque chose de très important, c'est qu'on écrivait des mots personnalisés à chacun de nos clients. Et on s'est rendu compte à quel point les clients étaient attachés à ça, attachés à la marque. Et ce côté humain, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de garder encore 3 ans après. Un mot personnalisé, c'est merci pour votre commande? Non, c'est un vrai mot personnalisé avec le prénom qu'on écrivait nous-mêmes à l'époque.
Ouais, Donc on prenait tous les soirs, on écrivait pendant 2 heures. Chère Martine, merci beaucoup. Exactement, il y avait le prénom, pourquoi elle avait commandé, enfin il y avait 10 lignes. Et c'est pas scalable, ça. Non, mais du coup ça a duré 6 mois. Mais en fait, au début on l'a fait pour les clients, enfin les personnes qui avaient acheté sur Ulule. Puis on s'est dit, bon, bah, on va le garder parce que ça marche bien, les gens apprécient. Et en fait, ça a vraiment créé cette authenticité, ce côté humain. On se disait, bah, au fait, oui, c'est ça ce que les gens cherchent. Ils veulent de l'authenticité, ils en ont marre d'avoir des énormes marques sans savoir qui est derrière. Ils ont besoin de comprendre qu'il y a de l'humain, qui parle à des gens. Et on a vraiment gardé cette valeur, encore une fois, humaine et d'authenticité dans le développement de Dijon. Donc pendant les 6 premiers mois, on fait les colis nous-mêmes, on écrit les petits mots pendant 2 heures le soir. Et 6 mois après, on se dit, bon, bah là, c'est plus possible. Le Covid arrivait, il fallait se dépêcher. C'est plus possible. Et on a trouvé une solution logistique. Donc aujourd'hui, le laboratoire. C'est léger, c'est des produits qui s'envoient dans des enveloppes. Alors, dans des boîtes, il faut quand même un petit peu les protéger. Et puis, ça rentre pas. Enfin, c'est un pilulier, donc ça rentre pas en format enveloppe. D'accord. Mais c'est des petites boîtes en carton. On a étudié le format enveloppe, mais en fait, aujourd'hui, c'est très peu développé le suivi des envois par enveloppe. Du coup, de toute façon, cette solution était éliminée par défaut. Parce que nous, on a quand même besoin de suivre les colis pour savoir s'ils ont bien été livrés, pour pas qu'il y ait de litige client. Donc ça, c'est une solution qu'on avait exclue de toute façon dès le début. Donc là, ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres ? Non. En plus. Et donc, on a trouvé cette solution logistique. Et aujourd'hui, le laboratoire envoie directement au logisticien. Et nous, notre site internet est connecté directement au logisticien. Et donc, qui reçoit les commandes et il les expédie. Le packaging, c'est une notion importante dans vos produits. Ça raconte quoi, un packaging ? Alors, il y a l'unboxing. Déjà, donc, c'est la découverte du produit. On n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc, il y avait ce petit mot personnalisé qui jouait beaucoup, avec une jolie carte. Et nous, on a voulu vraiment casser l'expérience pharmacie, c'est-à-dire avoir des produits jolis, qu'on n'ait pas honte de poser sur son bureau, de poser dans sa cuisine. On voulait que ce soit cool de prendre soin de son ventre, un petit peu comme le plaisir qu'on a en achetant des cosmétiques. Voilà, aujourd'hui, on voit à quel point a développé l'univers marketing des cosmétiques, à quel point la bouteille, comment elle est achalandée, ça a une importance. Nous, on voulait vraiment s'inscrire dans cette logique-là pour déjà justifier cette démarche préventive, donner envie aux gens de prendre soin d'eux, prendre soin de leur ventre. Ouais, on n'est pas dans un sachet de Smecta qui est planqué au fond de la... Exactement, c'est le parfait exemple. Donc c'était 2 piliers très importants pour nous, donc l'aspect esthétique et l'aspect humain, qui est propre à beaucoup de DNVB, et encore plus dans le bien-être. En fait, nous, on s'adressait à des personnes qui se sentaient très seules avec leurs problèmes de ventre en disant « j'ai pas envie d'en parler à un pharmacien, j'ai pas envie d'en parler à mon médecin, mais c'est vrai que tous les jours au quotidien, j'aimerais bien que mon transit ou mon ventre ou ma digestion se passe mieux. » Mais jusque-là, j'avais jamais pris le taureau par les cornes parce que je pensais pas que c'était assez important pour le faire, d'en parler à quelqu'un. Et du coup, nous, on a bouché cette case que personne n'adressait, en fait. Donc le packaging a été pensé. Je vais vous interroger tout de suite sur le nom de la marque, Dijon. Comment on est arrivé là ? Parce que un Dijon, ça peut être perçu autrement. C'était un petit jeu de mots, effectivement. Voilà. Comment vous en êtes arrivé à ce mot ? On avait envie que ce soit un nom, effectivement, qui soit pas justement médical. On voulait donner un côté un petit peu récréatif pour justement un petit peu lever les tabous sur ce ventre et se dire mais en fait c'est pas grave et on en a tous, donc parlons-en et parlons-en avec humour parce qu'il y a vraiment pas de quoi en avoir honte. Et Dijon on aimait bien parce que alors ça fait référence au digestif après repas et nous notre message c'est de dire alors Dijon c'est pas un digestif parce qu'effectivement le digestif, désolé mais ça n'a aucune vertu digestive, c'est un mythe, mais ce sont vraiment des gélules pour améliorer votre digestion. Donc le message de base c'était celui-là, et on trouvait que pour les personnes qui n'avaient pas forcément la référence, Dijon c'était court, simple, ça nous laissait aussi nous la liberté derrière de développer d'autres choses qui n'étaient pas forcément définies au moment où on a lancé Dijon, c'est-à-dire que tout le monde nous demande une vision à 5 ans, la vérité c'est qu'on se lance avec un produit en disant bon bah on va voir, et puis ensuite
on verra ce que ça en dit et on changera sûrement de vision à ce moment-là. Et effectivement, c'était important pour nous d'avoir un nom qui soit facile à comprendre, qui soit rigolo et qui, derrière, nous bloque pas dans une case, justement, en fonction des développements produits qu'on a envie de faire. À l'époque, on avait espoir de toucher plus d'hommes avec ce jeu de mots. Exactement. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. On va parler justement du développement, mais pour les auditeurs, je vous invite effectivement à vous rendre sur le site de Dijo. Vous vous rendrez compte que la charte graphique fait beaucoup plus référence à un environnement de cosmétique qu'à un environnement de compléments alimentaires. C'est assez épuré, c'est plutôt noir, blanc, beige, enfin c'est assez neutre. Encore une fois, c'était pour toucher les hommes. Donc il est vrai que le design me parle peut-être plus qu'il ne parle à une femme. Bon, la vérité, c'est qu'il y a plus de femmes qui manifestent de l'intérêt pour vos produits et peut-être que les choses vont être amenées à évoluer. Aujourd'hui, vous êtes distribué exclusivement via votre site internet. Alors, non. On fait effectivement 90% de notre chiffre d'affaires, si ce n'est 95%, sur le site internet. C'est vraiment notre canal de distribution principal. Mais on est distribué aussi chez certains retailers, notamment la Seine-Maritime, Galerie Lafayette, Printemps, Monoprix, qui ont développé des espaces justement santé. Et puis, après, voilà, c'est pas, je n'oublie pas. On fait pas énormément de volume en B2B parce que nous, on concentre notre stratégie sur le site internet, le digital, et on capitalise beaucoup sur notre newsletter. Enfin, on crée vraiment une expérience avant et après achat pour fidéliser les clients. On va en parler, mais justement, avant qu'on en parle, tout à l'heure, en parlant du nom, tu évoquais la possibilité de peut-être vendre d'autres choses que finalement le probiotique avec lequel vous vous êtes lancé. Aujourd'hui, vous avez développé une gamme un peu plus large. Enfin, comment on peut parler de gamme ? Racontez-nous, c'est quoi la suite finalement ? Vous avez trouvé votre traction avec un premier produit qui, c'est important de le souligner, vous a permis d'autofinancer la suite de votre développement et de votre croissance. Donc c'est quand même remarquable comme stratégie. Quels sont les autres produits que vous avez aujourd'hui qui vous adressez quoi comme problème, enfin, ou qu'est-ce qui solutionne comme problème ? Alors aujourd'hui, effectivement, on a une gamme de 10 produits qui sont composés de probiotiques et de soins du ventre. C'est effectivement d'autres produits qui sont faits à base de plantes et non pas de probiotiques, mais qui viennent aussi avoir des actions sur le ventre. Il faut savoir que le ventre, c'est un énorme écosystème. On parle des intestins, mais le foie joue un énorme rôle. L'équilibre acido-basique joue aussi un énorme rôle. Enfin, tout ça, nous, on jouait effectivement sur la partie microbiote intestinale, mais on s'est vite rendu compte que si on voulait apporter des solutions complètes et effectivement être cette marque dédiée au bien-être du ventre, il fallait qu'on ait des solutions qui viennent aussi jouer sur d'autres leviers. Et on a travaillé pendant 1 an et demi sur un seul produit, justement le temps d'avoir assez de fonds. Et on a lancé ensuite donc cette gamme de probiotiques et soins du ventre. Et les soins du ventre vont venir en fait simplement compléter l'action des probiotiques, avec par exemple une action sur la détox du foie. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet de ce podcast, mais c'était important pour nous d'avoir encore une fois une gamme qui puisse répondre à tous les enjeux, tous les besoins et tous les problèmes de ventre, et qui puisse correspondre à toutes les personnes qui étaient en recherche de solutions. Elle est complète du coup aujourd'hui, à peu près complète. À peu près complète, ouais. Et alors, comment vous commercialisez ça ? Est-ce que c'est des abonnements ? Est-ce qu'on achète quand on n'en a plus ? Comment on fait pour commercialiser ça ? Parce que tout à l'heure, tu le disais à nous qu'il faut que ce soit une habitude qui change avec finalement anticiper les problèmes plutôt que de les régler une fois qu'on y est confronté. Est-ce que ça a un impact sur la façon dont on commercialise ça ? Est-ce que vous avez des forfaits ? Non, alors nous, on n'est pas du tout dans l'abonnement ni dans les programmes de fidélité pour l'instant. C'est un sujet sur lequel on travaille, mais il faut savoir que c'est déjà en général des solutions assez complexes à mettre en place. Et je pense qu'on a déjà été dans la sensibilisation. C'est-à-dire que là, les 3 premières années de vie de Dijo, c'était inviter les gens à consommer pour la première fois. Alors, en général, ils étaient assez convaincus de par la qualité et l'accompagnement, parce qu'on explique vraiment aux gens que c'est pas une gélule magique, ça s'accompagne
d'amélioration en termes d'hygiène de vie, notamment d'alimentation. Donc en général, au bout d'un mois, quand on fait un petit peu attention à son alimentation, qu'on prend des probiotiques et des soins du ventre si besoin, on voit vraiment des bénéfices. Donc c'est ça qui va donner envie d'y revenir et d'en prendre régulièrement. Et je fais juste une petite parenthèse sur la gamme, c'est aussi comme ça qu'on l'a pensé. Alors déjà parce qu'on était frustrés quand on accompagnait nos clients, quand ils avaient des problématiques un petit peu plus poussées qui nécessitaient autre chose, de les envoyer en pharmacie pour prendre de la glutamine ou de l'équilibre acido-basique. Donc on a vraiment construit la gamme comme ça et ça nous a aussi permis d'avoir des messages plus larges, d'adresser différentes problématiques et d'augmenter notre panier moyen. Donc ça a été le tournant pour Dijon en termes de développement. Ça a été le moment où on a élargi la gamme. Et c'est marrant parce que, pour la petite anecdote, quand on s'est lancé juste avec nos probiotiques, on a été approché par beaucoup de fonds d'investissement qui nous ont dit « Ah, les probiotiques, ça a le vent en poupe, c'est super développé aux US, tout le monde en prend. Comment vous allez décliner la gamme ? Il faudrait faire des probiotiques beauté, des probiotiques système immunitaire, des probiotiques intellect, je dis n'importe quoi. » Et à ce moment-là, on se dit « Mais c'est bizarre parce que ça correspond pas du tout au mécanisme, parce qu'en fait les probiotiques c'est soit on optimise le fonctionnement du microbiote avec une super cure, mais ça n'a pas de sens d'avoir une souche que pour la beauté, ça marche pas comme ça, c'est un écosystème, c'est un équilibre propre à chacun. Et du coup à ce moment-là on savait jamais répondre qu'est-ce que va être la gamme Dijon, on savait pas, on avait lancé ce produit probiotique parce qu'on était super convaincus des bienfaits, et en fait la gamme on l'a construite vraiment avec nos retours clients pour les accompagner au mieux dans cette démarche de bien-être du ventre. Mais voilà, la première année quand on se retrouvait devant des investisseurs, alors on n'était pas forcément dans une optique de le lever, mais ils nous contactaient, on répondait présent. Et à chaque fois, ils devaient se dire, mais je sais pas sur quelle planète elles vivent, elles sont complètement déconnectées. Mais on est très contente d'avoir pris ce temps pour développer cette gamme. Et aujourd'hui, la force de Dijon qui fait que les clients reviennent, c'est qu'on les accompagne énormément. C'est-à-dire qu'on va leur écrire 1 mois, 3 mois après, savoir comment ils vont. On va parler de comment la relation que vous nouez avec eux. Mais sur la commercialisation, ça veut dire que c'est quoi ? C'est combien de pilules, comment ça se vend, c'est un package, vous dites, voilà, c'est une cure pour 1 mois, 2 mois, ça se prend tous les jours. Comment on fait ? Comment parce que vous y avez réfléchi quand vous vous êtes lancé. Qu'est-ce qu'on achète ? Qu'est-ce qu'on va proposer aux clients d'acheter ? Alors, nous, effectivement, aujourd'hui, on propose des packs qui associent effectivement la cure de probiotiques à un autre soin du ventre ou 2 autres soins du ventre pour justement avoir une action qui soit spécifique ou pour des profils spécifiques. On a aussi développé un diagnostic en ligne qui justement en tout 20-25 questions et ça permet vraiment d'orienter le client sur voilà quel est ton besoin aujourd'hui, quelle est ta priorité. Nous, on voulait pas justement que la personne se retrouve avec 10 gélules à prendre par jour, c'est pas du tout notre message. Par contre, on voulait l'aider à comprendre, aujourd'hui, la priorité, et pour que tout le reste est bien, c'est là-dessus qu'il faut agir. Donc, effectivement, on a développé ce diagnostic. Alors, à l'époque, on voulait le sortir en même temps que la gamme de produits. Et c'est vrai que ça nécessitait beaucoup, beaucoup de travail. On n'était encore que 2 à l'époque. Donc, on a sorti la gamme et 6 mois après, on a sorti le diagnostic qui permet justement d'orienter les clients dans le choix des produits. Donc nous on vend soit les produits à l'unité, soit les produits en pack. L'unité c'est quoi ? C'est une cure. Alors une cure de probiotiques par exemple ça dure 1 mois. D'accord. Les soins du ventre durent 25 jours. 1 mois c'est tous les jours on prend. Voilà, c'est 2 gélules tous les matins. 2 gélules tous les matins. Voilà. Et sur les produits phytothérapie en général c'est 2 gélules aussi. Et c'est une cure qui va durer 3 semaines. Mais effectivement on est globalement sur des cures qui durent 1 mois. Les probiotiques, c'est le seul produit qu'on peut recommander en continu, comme on l'expliquait tout à l'heure. Les produits phytothérapie, c'est plutôt des produits à prendre sur des périodes effectivement de 3 semaines, à réétirer tous les 3-4 mois en fonction des besoins. Mais c'est pas recommandé d'en prendre en continu. C'est vraiment des actions spécifiques à un moment donné, mais c'est pas bénéfique d'en prendre tous les jours. C'est quoi l'ordre de grandeur là dans les prix ? Comment on positionne l'offre ? Est-ce que c'est un vrai budget ? Est-ce que vous êtes en dessous du marché, au-dessus du marché ? Parlons un peu argent. C'est très important. Parce que nous, on a un pricing qui est totalement différent de ce qu'on peut trouver en pharmacie. En pharmacie, on trouve des cures de probiotiques à autour de 15-20 euros. Nous, notre cure de probiotiques... Pour 1 mois. Pour 1 mois. Nous, elle est à 40 euros. En revanche, c'est là où on va faire les comptes d'apothicaire. Nous, on a 60 gélules, on a
14 milliards de bactéries par gélule. Voilà. Alors que si on va comparer une cure à 15 € en pharmacie, souvent on n'a que 30 gélules et en termes de milliards de bactéries, on passe pas les 10 milliards. Il y en a la moitié qui sont mortes. En plus. Donc au final, si on fait on est moins cher que les autres. Voilà, exactement. Mais c'est quand même un prix psychologique de faire une cure à 40 €. Aujourd'hui, c'est pas du tout dans les mœurs d'avoir ce budget à dépenser mensuellement déjà pour des compléments alimentaires, encore plus pour le bien-être du ventre. Après, nous, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que la qualité de nos produits nous obligeait à avoir ce pricing-là. Et en même temps, déjà, on n'avait pas le choix. Et en même temps, c'est aussi un gage de qualité. Les gens qui sont pas prêts à payer ce prix pour avoir les probiotiques de la meilleure qualité, on s'est dit, ce seront jamais nos clients. Donc, on les a. Donc ça, c'est le positionnement prix. Globalement, c'est 40 €. On retient ça pour une pour les probiotiques, ouais. Voilà. Le chiffre d'affaires, vous avez un exercice comptable qui est basé sur l'exercice civil au 31 décembre. Au 31 décembre. Donc en 2021, vous avez clos le 3e exercice. Deuxième exercice. Ouais. Et là, vous avez clos à quoi? C'est quoi le... Un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est vachement bien. Pour une deuxième année. Je le savais, vous me l'aviez dit, mais je voulais vous l'entendre le prononcer par vous-même. Ça représente combien de commandes ou combien de clients? Comment on fait Alors, en nombre de clients, donc ça représente environ 15 000 commandes, pardon. Mmh. Et en termes de clients, on est environ à 40 000. Au total, depuis le début. Au total, ouais. Ouais, d'accord. Donc j'imagine que vous êtes contente de ces premiers résultats, que je trouve hyper encourageants. Tu le disais tout à l'heure, Lisa, vous étiez 2 à l'époque, ça sous-entend qu'aujourd'hui vous n'êtes plus que juste 2. Comment ça s'organise l'entreprise aujourd'hui? Alors, on recrute effectivement notre premier CDI qui est responsable de toutes les opérations de manière générale, qui est vraiment transverse sur tous les sujets, logistique, B2B. Et ensuite, on a effectivement des apprentis qui travaillent avec nous sur la partie R&D et sur la partie communication. Et nous, on s'est beaucoup structuré aussi avec des prestataires et des freelances parce qu'on a grandi pendant le Covid. Donc très compliqué d'embaucher à ce moment-là. Et ça nous a permis de nous entourer d'experts à chaque fois de leur domaine. Et je pense que ça a été une force qu'on a même sous-estimée au début, mais d'avoir l'expert du marketing sur Facebook, des Facebook Ads, les experts pour l'influence sur Instagram. Parce qu'on a appris beaucoup. Nous, on ne peut pas, quand on lance sa boîte, être l'expert du site internet, l'expert d'Instagram, l'expert de la logistique. Donc on apprend beaucoup sur le tas. Et effectivement, nous, d'avoir beaucoup de prestats, on a beaucoup appris. Et après, on a souvent internalisé ces compétences, mais il y a eu une phase d'apprentissage via des prestataires et des freelances qui a été assez importante, et qui l'est toujours. Comment vous vous répartissiez? Vous êtes toutes les deux des couteaux suisses, et puis il y en a une qui ouvre un outil à un moment, et l'autre à un autre. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre? C'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre. On avait, au début, on cherchait vraiment comment se répartir les tâches, parce qu'effectivement, tout le monde nous posait cette question cruciale qui est, mais alors... vos profils sont pas vraiment complémentaires. Anouk, tu fais la finance et toi, Lisa, le marketing. La vérité, c'est que pas du tout. En effet, chacune a ses sujets, mais globalement, on travaille toutes les deux sur tous les sujets. Ensuite, c'est plus par lead, une solution, un partenariat, et il y en a une ou l'autre qui va mener le projet. Mais c'est vrai que même pour nous au quotidien, je pense qu'on a besoin en fait de se parler, on a besoin de confronter nos idées, on a besoin d'interroger l'autre sur mais ok, toi tu le ferais comme ça aussi. Il y a un côté rassurant et puis on a tellement le nez dedans tous les jours que d'être deux, on se garantit quand même, on a plus de chances de prendre la bonne décision. Et puis on travaille comme ça, on a un binôme, on aime travailler à deux. Je plains vraiment les entrepreneurs qui se lancent tout seuls parce que c'est difficile, c'est les montagnes russes. Un jour, on a l'impression que ça y est, tout va décoller. Et puis le jour d'après, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas de sens. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de répartition des tâches. On a des leads sur l'ensemble des sujets. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est quoi les prochaines étapes majeures du développement de Dijo? Est-ce que c'est accélérer finalement le développement sur votre marché domestique, qui est la France? Est-ce que vous pensez...
et puis peut-être nouer des partenariats, plus de partenariats dans la distribution. Je vous mets ça sur la table, ou alors est-ce que c'est déjà l'international? Comment vous envisagez la suite de votre développement? Est-ce que vous avez envie de lever de l'argent ou pas? Parce que le sujet a été évoqué, d'investisseurs qui manifestaient un intérêt pour vous, ou est-ce que vous voulez continuer votre développement sur fonds propres? C'est quoi la suite? Alors, je pense qu'on va tenter de rester le plus longtemps possible indépendante, parce que c'est un modèle qu'on aime beaucoup, être seul maître à bord. On est attiré par l'international, mais là, on a vraiment besoin de renforcer notre positionnement encore sur le marché domestique. Et ça, pour nous, ça passe encore une fois par l'élargissement de la gamme. Ça a été vraiment un moteur, c'est ce qui nous a permis d'atteindre le million de chiffre d'affaires quand on est sorti des probiotiques et qu'on a fait les soins du ventre. Et là, on croit encore au message que l'élargissement de la gamme va nous amener. Donc, on regarde beaucoup le marché de la food, effectivement, qui est en lien direct avec la santé du ventre, parce que tous les jours, ce qu'on met dans notre ventre, ça a un impact via l'alimentation. Donc ça, la food, c'est quoi On peut peut-être tout vous dire aujourd'hui. On espère être réinvité pour en parler. Okay. Non, mais en effet, c'est de la food qui va être, qui va correspondre à la gamme existante, c'est-à-dire qu'on va répondre justement à comment prendre soin de son ventre, et c'est de la food qui va permettre d'optimiser encore plus la santé du ventre. Et pour être plus dans le quotidien des gens, parce que aujourd'hui, nos cures... Déjà, il n'y a pas d'expérience gustative, il n'y a pas d'expérience sensorielle, parce que c'est une gélule qu'on avale, et quand on n'est pas en cure, Dijon n'est plus dans le quotidien des gens. Alors, avoir une approche superfood ou food classique, c'est s'inscrire un petit peu plus dans le quotidien des gens, donc ça, c'est important aussi en tant que DNVB, en termes stratégiques. Et une fois ça nous permettra aussi plus d'asseoir ce message préventif, plus lifestyle, là où au début, on a quand même été perçu très médical en réponse à un problème de santé. Et ça, on essaye de s'en détacher un petit peu. On adresse effectivement ce message, mais pour élargir notre cercle de clients, on a besoin d'avoir un message plus lifestyle qui touche les personnes qui n'ont pas forcément de problème de ventre. Ça, c'est plus difficile pour nous. Et c'est pour ça qu'on veut élargir la gamme pour compléter cet objectif. Et quand on l'aura, je pense qu'on sera beaucoup plus à l'aise pour porter le message à l'international. Voilà, pour pas retomber dans l'écueil qu'on a eu, nous, au cours de ces premières années sur le marché français. C'est-à-dire de toucher que les gens qui ont des problèmes de ventre. Ok, c'est très clair. Alors, merci pour en fait tous ces éléments d'explication sur comment vous adressez le marché. Comme je vous l'ai dit, la 4e partie, c'est faire un focus sur vos consommateurs, vos consommatrices, les réseaux sociaux, la data, l'acquisition, la fidélisation. Je pense que vous en avez éprouvé plein de canaux, vous avez essayé plein de choses. Qu'est-ce qui fonctionne? Comment aujourd'hui, c'est quoi l'état de l'art chez vous dans cette relation client? Parce qu'on a bien compris, la communauté joue un rôle très fort. Il y a des mots-clés qui ont été lâchés, influenceurs, communauté, retour client. Donc comment vous organisez les choses? Alors, nous, on est vraiment né, Dijon est vraiment né avec les réseaux sociaux. C'était vraiment, Instagram à l'époque, encore une fois, comme le disait nous, on n'avait pas vraiment de moyens, et on avait ce moyen qui était à notre disposition. On pouvait en faire ce qu'on voulait, ça ne nous coûtait rien. Et ça a été vraiment le principal canal d'acquisition de Dijon, c'était Instagram. Ça nous a aussi énormément porté pendant le Covid, puisque les gens étaient vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc à cette époque-là, on misait vraiment sur Facebook et Instagram. Et ensuite, on a effectivement développé aussi toute la partie emailing, qui aujourd'hui représente effectivement 60% de notre chiffre d'affaires. C'est ce qui permet d'aller... Quand on envoie un email à la base, les 40 000 clients, c'est ça ouais. À peu près, qui sont en base, ça génère un fort chiffre d'affaires additionnel. Exactement. Et ça, on est très contente parce que le mailing, du coup, on n'est pas dépendant de Mark Zuckerberg ou autres acteurs pour envoyer nos mails. Bien sûr. Voilà, ça c'est propre à nous. Alors que là, on voit que le marché change beaucoup, notamment sur Instagram, TikTok. Les cartes sont souvent rebattues sur les réseaux sociaux. Donc déjà, nous, on a eu une approche où on voulait dépendre de personne. Diversifier nos canaux d'acquisition, c'est très important. Comme ça, quand il y en a un qui marche un peu moins, on peut mettre le coup d'accélérateur sur les autres. Donc Instagram, alors, Instagram, sur les canaux d'acquisition, Insta, Facebook, alors l'emailing, tu as évoqué TikTok. TikTok et Pinterest. D'accord. Et
l'emailing, on a compris que ça fonctionnait très bien. Ouais, alors l'emailing, ça fonctionne très bien. Facebook, Instagram, c'est vraiment en train de changer. Effectivement, on a misé dessus pendant 2 ans et là, on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à justement... Vous faites du paid sur ces canaux? Oui, on fait du paid. Au début, on n'en faisait pas, mais effectivement, c'est hyper important d'en faire pour justement se faire connaître. Il n'y a pas de secret. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, comme le disait Anouk, tout change. Instagram, on a une espèce de sentiment que c'est saturé. On n'arrive plus à justement faire passer nos messages, on n'arrive plus à être aussi impactant qu'on l'était avant. Tu veux dire que les coûts d'acquisition deviennent délirants? Exactement. Et on n'arrive plus à convertir comme on le faisait avant. Du coup, on cherche tous les jours, on teste des nouvelles choses et notamment on va aussi sur des nouveaux canaux, dont TikTok. Ça fait maintenant 6 mois. Donc, et comment vous faites sur TikTok? Vous filmez vous-même? Alors, un peu. On a essayé au début, puis là, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucune valeur ajoutée. On était des boomers, complètement dépassés par ce réseau. Non, on a un stagiaire en interne qui s'occupe de faire des vidéos. Alors, nous, on le drive énormément sur la création du contenu, mais je pense qu'on n'est pas native de TikTok, Lisa et moi, donc les formats, c'est compliqué pour nous. En revanche, on essaye de lui faire passer les messages comme ce qu'on a fait sur Instagram. Ce qui a marché sur Instagram, c'était l'aspect de témoignage. Encore une fois, on n'a ni expérience gustative, ni expérience sensorielle. Donc le retour client fait via Instagram marchait très bien pour nous. Là, vous avez sollicité vos clientes pour qu'elles fassent des posts vidéo ou des posts tout court? Ils le font aussi d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de micro-influenceurs qui vont tester les produits par eux-mêmes et en parler, donc ça porte. Nous, on a aussi évidemment interviewé nos clientes et ensuite on faisait aussi de l'influence. Alors soit on donne les produits, soit on va carrément jusqu'à la rémunération de certains influenceurs pour porter le message. Mais le format, c'est toujours, elles font la cure et elles en parlent vraiment avec leurs mots, c'est le but. Et c'est des mots qu'on pourrait pas inventer nous pour tourner une pub. C'est vraiment très authentique et c'est ça qui donne la crédibilité à la Et ça, c'est ce que vous reprenez sur TikTok aujourd'hui aussi? Ouais, on essaye. On essaye surtout aussi de faire du contenu, encore une fois, qui soit éducatif et qui permette d'apporter des informations qui aident les gens, mais avec un format qui soit le format TikTok, avec des musiques, des trucs rigolos, mais qui correspondent vraiment à notre ADN et finalement au message qu'on veut faire passer. On ne veut pas non plus faire n'importe quoi sur TikTok parce qu'effectivement, c'est un réseau sur lequel il faut créer un petit peu d'engouement, c'est récréatif, etc. Mais en fait, il faut arriver à faire passer son message et tous les jours, on apprend, on teste des choses et vraiment, il n'y a pas de secret, hein. Personne n'a les codes et c'est vraiment, il y a des vidéos qui explosent. Honnêtement, on a du mal à savoir pourquoi et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut y aller, il faut essayer et finalement, petit à petit, on commence à comprendre ce qui fonctionne moins bien. Les Google Ads, vous utilisez? Si, alors on en fait parce qu'il faut en faire, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas notre levier principal. Ça coûte très cher parce qu'en Google Ads, on se confronte à des laboratoires pharmaceutiques qui ont des moyens démesurés pour se mettre sur le mot probiotique. En retargeting peut-être? Non, je sais pas. En retargeting et en notoriété, ça marche un petit peu, mais c'est vrai que il faut être présent de toute façon sur tout ça. Ouais. Il faut faire tout, même faire des posts LinkedIn toutes les semaines, c'est très important. Ça marche? Vous arrivez à avoir une transfo via LinkedIn? On voit pas la transfo et on ne traque pas, mais on se rend compte qu'en tout cas, en termes d'image de marque, ça nous porte vraiment. De justement transmettre ce qui se passe dans la société, les étapes aussi qu'on passe en termes de développement, on se rend compte que ça porte vraiment l'image de marque. Et donc je pense qu'in fine, effectivement, ça nous porte aussi sur la partie commerciale et business. Et puis pour le recrutement aussi, c'est quand même important de donner de l'extérieur les valeurs, l'image de la marque pour fidéliser les talents. C'est un enjeu. Là, sur l'année 2022, vous avez besoin de recruter quel type de profil? Alors, c'est une très bonne question. Non, mais effectivement, alors nous, on a un modèle, comme le disait Anouk, on travaille avec beaucoup de freelance et d'agences qui nous permet en fait d'avoir des experts. Aujourd'hui, c'est pour une petite boîte comme la nôtre, recruter quelqu'un avec 10-20 ans d'expérience, c'est hors de prix. Et puis, quand on est une petite boîte, on a besoin de flexibilité. Des personnes avec qui on avait travaillé très bien pendant 6 mois, 6 mois après, en fait, ça correspondait plus aux besoins. Donc aujourd'hui, on a envie de se renforcer en interne sur effectivement la partie communication, sur aussi la partie
customer care et la partie... Comment vous faites le customer care? Aujourd'hui, c'est en interne. avez- Nous, on l'a fait nous-mêmes. Après, maintenant, c'est nos apprentis. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de garder en interne parce que on veut pas du tout l'externaliser. Ça fait partie de l'ADN de la marque. En revanche, il y a vraiment des expertises qu'on veut garder justement par les freelances et par les agences. On n'a pas d'intérêt à l'internaliser aujourd'hui. Ok. Ouais, on réfléchit quand même à comment scaler le modèle en interne. Pardon. Donc les deux choses qui sont très importantes à voir, c'est la création de contenu. Ouais. Impossible de faire autrement parce que c'est tellement notre image. Et voilà, le SAV, le Customer Care, parce que ça va bien au-delà du SAV. Les gens peuvent nous appeler à tout moment, on fait des consultations. Ouais, il doit y avoir, j'imagine, une partie importante des appels ou des messages qui vous sont envoyés en avant-vente, c'est-à-dire avec des questions sur le fonctionnement d'un probiotique, les bienfaits, la durée de la cure. Je ne sais pas si c'est de ça, donc c'est le mot qu'on utilise. Oui, exactement. Ouais. Non, puis même comprendre les différents produits de la gamme, parce que ça, c'est vrai que c'est un obstacle qu'on rencontre. Déjà, on a des produits qui s'appellent probiotiques, glutamine, lithotam. Quelqu'un de normal ne connaît pas du tout ces produits, donc effectivement, on a énormément de questions auxquelles on répond en amont de l'achat. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une force d'avoir cette interaction, parce que ça rassure énormément les consommateurs, ça crée une relation très bienveillante, des clients aussi à notre égard, c'est-à-dire que ils vont pas nous sauter à la gorge s'ils n'ont pas les résultats escomptés au bout de 2 semaines de cure. Ils vont nous écrire j'ai pas vu les effets attendus, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Du coup, ça crée vraiment une démarche très positive, ce qui fait qu'on a une communauté super engagée dont on est très proche. Et ça, c'est aussi hyper gratifiant au quotidien parce qu'on sent qu'on leur fait du bien, on avance petit à petit parce qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de remède magique. Et du coup, c'est vrai que ça fait de nos clients aussi nos meilleurs ambassadeurs parce qu'ils comprennent la logique. Ils se disent c'est pas la cure pour laquelle j'ai vu une pub sur Instagram qui va changer ma vie. Ils comprennent que ça prend un peu de temps, qu'il faut changer d'autres choses. Et comme on a interagi avec eux, on les a éduqués. Et ça, c'est une énorme force parce qu'aujourd'hui, tous nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs en fait. Bon, bah écoutez, merci les filles pour cet échange de grande qualité. Je l'ai dit dès le départ, je connaissais pas du tout ce marché, je connaissais pas du tout les valeurs, enfin tout ce que ça apporte finalement, les probiotiques. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait dans mon ventre. Mais en tout cas, bravo pour tout ce que vous avez développé, finalement le business en l'espace de 2 ans auquel vous êtes arrivé, la marque que vous avez développée. Merci pour vos sourires et la bonne humeur avec laquelle vous racontez toute cette histoire. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. J'espère que les étapes vont se passer les unes après les autres, que l'arrivée de la food dans la gamme de produits rencontrera le succès des produits qui ont été développés auparavant. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour vos écoutes. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à Comexposium, l'éditeur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour son support ce nouvel épisode. Lisa, Anouk, merci encore. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.